Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé a remis au président de la République, Ali Bongo Ondimba, le rapport de l'action du gouvernement au cours de ces 3 derniers mois. En Afrique, la directrice générale du FMI est allée au chevet de la Centrafrique où la tendance socio-économique frise actuellement la faillite, d'autant que la paix tarde encore à y revenir. Et puis nous irons en France où Pénélope Fillon est accusée par le Canard enchaîné d'avoir bénéficié d'un emploi fictif et empoché au passage 500 000 €. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire sur les accusations portées à l'encontre de la femme de François Fillon. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons avec la page du Gabon. C'est donc chose faite au Gabon. Le gouvernement Issoze Ngondé a fait le point de ses 100 jours ce mercredi au Palais Rénovation de Libreville. Le Premier ministre donc a présenté au chef de l'État Ali Bongo Ondimba le rapport de ces 3 derniers mois. Le point avec Ismaël Obianzé sur les images de Mirandangé. Comme le temps va vite, le cabinet Issoze Ngondé a déjà plus de 3 mois. Dès son entrée en fonction en octobre dernier, il avait pris 172 mesures relevant de l'action prioritaire à engager. Le rapport du chef du gouvernement remis ici au président de la République indique que le travail a été réalisé à 66%. Au titre des actions réalisées intégralement, qui sont au nombre de 36, il importe de noter qu'elles relèvent essentiellement des domaines des infrastructures, de la diplomatie, de l'économie, de l'eau et l'énergie, du dialogue politique, du travail, de la promotion des investissements, du budget et du sport. Les actions en cours de réalisation concernent l'habitat, la prévoyance sociale, la santé, l'agriculture ou encore l'économie forestière, précise le Premier ministre, qui regrette pour le souligner que les actes manqués sont justifiés par l'inertie de certaines administrations ou encore l'indisponibilité des ressources budgétaires. Et le chef de l'État le comprend très bien en réaction au travail accompli par son gouvernement. Certains pourront penser que sur 100 jours, le gouvernement a été très ambitieux. Mais sans ambition, on ne réalise rien. Il faut avoir l'ambition. Et pour ma part, j'estime qu'il est important que nos compatriotes comprennent bien que l'ambition qui est la nôtre est surtout de changer le sort de ces compatriotes. Issoze Ngondé propose un chronogramme de rencontres ministérielles de son cabinet autour du chef de l'État pour faire le point de l'évolution de la feuille de route gouvernementale. En recevant donc ce rapport des 100 jours du gouvernement, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a encouragé les ministres à faire plus, à faire vite et à faire mieux dans les chantiers en cours. Témoin de cette rencontre, notre reporter Mirandangé. 100 jours après la présentation de la feuille de route sur les mesures prioritaires du gouvernement du Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé, un travail jugé satisfaisant, des efforts salués par le chef de l'État lui-même, qui invite par ailleurs ses ministres à plus d'efforts et à une grande responsabilité. Vous venez donc, en me restituant ce rapport des premiers 100 jours, donner une vision sur la manière dont votre gouvernement a appréhendé les différentes tâches que j'ai assignées. Et ce qui va nous permettre de pouvoir non seulement encourager les membres du gouvernement à faire plus, à faire mieux, et dans certains cas aussi à faire plus vite. Sur 173 mesures jugées prioritaires, seules 16 n'ont pu démarrer et le numéro 1 gabonais espère qu'elles démarreront au cours des 100 prochains jours. Je compte donc sur l'esprit de combat des uns et des autres, mais aussi de sacrifice pour le bien de la nation. Faire en sorte que nous puissions, au cours du prochain point que me fera le Premier ministre sur l'action gouvernementale, car après avoir fait ce point au chef de l'État, le Premier ministre le fera aussi devant le Parlement. Selon le Premier ministre, un bilan se fera désormais chaque 3 mois
afin d'apprécier de façon régulière les avancées autour de la politique menée par le gouvernement. En bref et en images, l'audience publique de la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle se tient ce jeudi au siège de l'institution en présence du président de la République. Occasion pour le président de l'institution, Marie-Madeleine Bourantso, de faire l'état des lieux de nos lois au lendemain de la présidentielle qui a mené la haute juridiction à trancher le contentieux électoral. Au cours de cette audience qui se tient aussi avant le dialogue politique annoncé par Ali Bongo Ondimba et voulu par de nombreux partis, leaders politiques et associations, Marie-Madeleine Bourantso ne devrait pas manquer, comme de tradition, de donner quelques conseils et orientations, une actualité à suivre sur Gabon 24. Les logements sociaux, on en reparle encore. Près d'un mois après le déguerpissement des squatters des logements sociaux d'Angondje, dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville, les ayants droit sont bien installés malgré quelques difficultés. En témoigne ce regard de Charlène Flormeza et Justin Bombadjanga. Ce 25 janvier, l'équipe de Gabon 24 s'est rendue sur le site abritant les logements sociaux d'Angondje, dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville, pour vérifier l'effectivité de la restitution des logements sociaux aux ayants droit après le déguerpissement des squatteurs qui s'y étaient installés anarchiquement. Les ayants droit des logements sociaux d'Angondje au nord de Libreville, dans la commune d'Akanda, témoignent de la restitution effective de leur habitation après le déguerpissement des squatteurs. Je suis très contente, très satisfaite. J'ai trouvé la maison, je suis quittée là où je loue. Satisfait, ces ayants droit déplorent malgré tout les dégâts matériels causés par les squatteurs. Quelques-unes ont été bien saccagées. Les cuisinières, les gazinières, les chauffe-eau ont été emportés, les ampoules saccagées, les vitres cassées. La vice-présidente du collectif des ayants droit, satisfaite, a quand même tenu à rappeler certains manquements observés et l'insécurité dans laquelle certains vivent. La nuit, c'est le noir, il y a l'insécurité, il y a des squatteurs d'ailleurs qui reviennent faire des dégâts. La nuit, comme les gens n'habitent pas à cause de l'obscurité, les squatteurs viennent encore casser, même ayant aménagé à porter nos effets, les squatteurs passent en notre absence, venir casser et voler. Au moment où le gouvernement a restitué au président de la République son rapport des 100 premiers jours, l'une des mesures sur le plan de l'habitat était naturellement la restitution de ces logements aux ayants droit. Refermons la page du Gabon avec la période du 25 de chaque mois au Gabon et qui a son effet sur le fonctionnement de l'administration publique. Dès les premières heures de ce jour consacré à la paix des fonctionnaires, les administrations se vident, la machine de l'État tourne quasiment au ralenti. Quelle solution au moment où l'administration publique est en pleine mutation? Les réponses dans ce regard de Kenny Ongouri et Jospin Bombadianga. Dès les premières heures de la journée, chaque 25 du mois, c'est le même scénario. De nombreux fonctionnaires prennent d'assaut les guichets de différentes institutions bancaires de la capitale. Des longues queues se dressent, tout le monde veut rentrer en possession de son dû, autrement dit son salaire. Cette situation qui revient chaque mois entraîne des conséquences sur le fonctionnement des différentes administrations, notamment le ralentissement de l'administration et les absences constatées. Sur la question, à savoir comment font-ils pour être chaque mois au guichet et de ne pas se rendre pour certains au travail, plusieurs fonctionnaires sous couvert de l'anonymat nous disent qu'ils n'ont pas le choix. Il faut bien s'occuper de la famille et de nombreux problèmes. Pour eux, le travail pourrait attendre le jour d'après. Pour d'autres, la question ne mérite pas d'être posée. Aucune réponse concrète ne nous a été donnée, ceci étant, le fonctionnaire gabonais garde ses habitudes pour lui, car le 25 du mois, les poches ont horreur d'être vides. La situation est d'autant plus préoccupante que de savoir comment et pourquoi dès le premier jour de paye, tout le monde se rue vers les guichets. Ou comment s'organiser dans chaque administration pour éviter de faire souffrir la machine de l'État. Rien ne justifie cet abandon de poste pour une quelque raison que ce soit. Mais comment régler cette situation? Tout demeure telle une énigme. La page Afrique s'ouvre en Libye où le ministre tunisien des Affaires étrangères Kemaes Jinaoui a discuté du dossier libyen avec son homologue égyptien Samed Choukri mardi à Tunis. Selon Samed Choukri, l'Égypte souhaite organiser des pourparlers directs entre les principaux dirigeants des institutions se disputant le pouvoir en Libye voisine. Le récit de Linda Gaël Madganga. Deux autorités politiques se disputent le pouvoir en Libye.
D'un côté, le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli est reconnu par la communauté internationale. De l'autre, une autorité rivale qui contrôle une grande partie de l'Est libyen et s'appuie sur le Parlement élu de Tobrouk. En médiateur, l'Égypte et la Tunisie se proposent d'organiser des négociations entre les principaux dirigeants en guerre ouverte. L'Égypte fait des efforts depuis un moment. Presque toutes les factions libyennes et tous les responsables libyens ont été reçus, que ce soit de l'Est ou de l'Ouest. Bien évidemment, l'Algérie est en train de déployer beaucoup d'efforts dans l'objectif d'écouter toutes les parties. La consultation des responsables des institutions opposées est une initiative qui permettra de définir les attentes de chacun et envisager un accord profitable à tous les Libyens. La Tunisie ne prend pas parti pour un camp. La Tunisie prend parti pour la Libye et pour tous les Libyens. La preuve, c'est qu'il y a tous les jours de multiples réunions. Aujourd'hui même, il y a une réunion entre les différents camps. Ces Libyens qui se rencontrent entre eux ou sous l'égide des Nations Unies n'appartiennent pas à l'Est ou à l'Ouest, mais à toutes les composantes libyennes. Aussi, la Libye est confrontée à une difficulté de gestion et déchirée par des rivalités opposant ces différents milices et tribus depuis la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi. La question qui intéresse toute la Gambie a désormais une réponse. Le nouveau président du pays, Adama Barrow, rentre à Banjul ce jeudi. Les détails dans ce récit de Jamila Mbengman. Adama Barrow sera sur le sol gambien ce jeudi 26 janvier. L'information a été confirmée par Halifa Sallah. Le porte-parole de la coalition indique que tout est réuni pour permettre ce retour, que les conditions de sécurité notamment sont réglées. Le président gambien va rentrer en Gambie avec un vol spécial entouré de ses proches et de ses conseillers. Le général François Ndiaye, commandant de la force ouest-africaine, a donné son aval pour ce retour. Cela veut dire que la capitale Banjul est désormais sécurisée, que le dispositif est en place pour permettre le retour du chef de l'État. Adama Barrow quittera donc Dakar à 15h30 heure locale pour arriver à l'aéroport de Banjul à 16h. Dès son arrivée, Adama Barrow aura du travail. Il faudra former un gouvernement et s'attaquer aux premières urgences du pays. Les caisses de l'État seraient vides, s'inquiète Mei Hamafati, un conseiller du président. D'après ce responsable, la priorité sera d'élaborer un programme de relance économique. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a commencé mardi à Bangui une mini-tournée africaine qui l'amènera également en Ouganda après avoir évoqué en Centrafrique les fragilités de la sous-région et du pays. Ismaël Obianzé s'en fait l'écho. La patronne du FMI arrive à Bangui un mois après avoir participé au Cameroun à un sommet pour éviter la dévaluation du franc CFA en Afrique centrale et 2 mois après une conférence des donateurs internationaux à Bruxelles qui ont promis 2,2 milliards d'euros pour reconstruire la Centrafrique. Nous avons souhaité être aux côtés de la République centrafricaine, aux côtés de la population centrafricaine pour l'accompagner dans un moment qui est particulièrement difficile. Les 6 pays d'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad ont décidé d'ouvrir et de conclure à brève échéance des négociations bilatérales avec le Fonds monétaire international. Le communiqué final du sommet évacuait dès son premier point toute dévaluation du franc CFA. Les donateurs de la République centrafricaine, dont le FMI, se sont par ailleurs engagés le 22 novembre à Bruxelles à aider à hauteur de 2,2 milliards de dollars sur les 3 prochaines années ce pays dévasté par la guerre. Un résultat alors jugé positif par le président Faustin Archange Touadéra. Le peuple centrafricain est très honoré de cette présence, qui définit les principes et obligations que l'État doit respecter. Madame Lagarde quitte Bangui ce mercredi pour se rendre en Ouganda, où elle restera jusqu'à vendredi prochain. Au Congo-Brazzaville, février sera le mois de l'agriculture. L'événement vient d'être lancé par le gouvernement en partenariat avec la Banque mondiale pour promouvoir la diversification de l'économie et l'autosuffisance alimentaire. Des détails avec Linda Gaël Maganga. Le gouvernement du Congo-Brazzaville lance le mois de l'agriculture avec l'appui de la Banque mondiale. Le mois qui vient d'être initié débutera le 1er février pour s'achever
le 28 du même mois, sous le thème « Agriculture comme source de diversification de l'économie du Congo et moyen pour assurer sa sécurité alimentaire ». L'événement sera l'occasion de passer en revue l'action de la Banque mondiale dans son appui au gouvernement congolais et permettra également d'apprécier l'impact de son intervention auprès des bénéficiaires directs. Au terme du mois de l'agriculture, la Banque mondiale pourra diffuser les résultats du programme du développement agricole au Congo. Aussi, le Congo dispose d'importants atouts agricoles, soit 8 millions d'hectares cultivables. Le pays multiplie les initiatives pour accroître sa production. En 2012, le Congo a lancé un fonds de soutien à l'agriculture et un programme de distribution de semences, sans oublier le projet des villages agricoles. Par ailleurs, le mois de l'agriculture constitue la deuxième initiative menée par le bureau du groupe de la Banque mondiale au Congo après le mois de l'éducation organisé en octobre 2016. Lors de sa visite de travail mardi à Maputo, le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé aux autorités mozambicaines de l'aider à combattre l'influence du prédicateur Fethullah Gülen qui l'accuse d'être à l'origine d'une tentative de putsch en juillet dernier en Turquie. Larissa Matsomo s'en fait l'écho. Le Mozambique est la deuxième étape d'une tournée africaine du président Erdogan entamée par la Tanzanie. La lutte contre les gülenistes est l'un des principaux thèmes de cette tournée du chef de l'État turc. Selon lui, les partisans de Gülen ont infiltré l'armée turque, la police turque, les institutions turques et répètent leurs initiatives et leurs agendas cachés dans le monde entier. Les accords et les mémorandums que nous avons signés sont la raison de cette rencontre, mais elle fut bonne. La Turquie a de multiples capacités technologiques et techniques et peut très bien contribuer à faire avancer notre pays sur la base de bénéfices mutuels. Et c'est aussi la raison pour laquelle une grosse délégation de 150 entreprises turques est ici. Et nous allons aujourd'hui travailler avec cette délégation d'État. Chers invités, mesdames et messieurs, nous avons discuté avec son Excellence Philippe Nyusi des événements du 15 juillet dernier en Turquie, lorsque les terroristes gülenistes ont tenté un coup d'État qui a échoué. Nous demandons cordialement votre soutien pour combattre les gülenistes partout dans le monde. Nous savons qu'ils sont présents ici, au Mozambique. Les autorités turques réclament la fermeture d'écoles et de fondations gülenistes dans le monde entier, particulièrement dans les Balkans, en Asie centrale et en Afrique, ainsi que l'extradition de Gülen qu'Ankara qualifie de terroriste. Le président Erdogan, qui est accompagné au Mozambique de dizaines de chefs d'entreprise turcs, devait conclure sa visite par un forum économique avant de s'envoler pour Madagascar. Pas en reste dans cette grande session, vos actualités hors du continent. Tout d'abord, commençons avec ce qui fait actuellement scandale en France, le salaire fictif de Madame François Fillon. C'est une information du Canard enchaîné parue ce mercredi. L'épouse du candidat de la droite à la présidentielle française, François Fillon, aurait touché pendant 8 ans des rémunérations fictives. Le journal a pu s'en procurer. Les bulletins de paye de cette dernière en témoignent. Ce regard de Kevin Oswald Doukaga. Près de 500 000 euros bruts, soit 325 millions de francs CFA en 8 ans. C'est ce qu'aurait perçu Pénélope Fillon comme attachée parlementaire de son mari François ou du suppléant de celui-ci ainsi que par les revues des deux mondes. Selon le Canard enchaîné, dans son édition parue ce mercredi, d'après le bulletin de paye de Madame Fillon, celle-ci a été rémunérée de 1998 à 2002 par son mari, député de la Sarthe, sur l'enveloppe réservée à cet effet par les députés et les sénateurs. Le maire de Bordeaux, qui avait soutenu Alain Juppé à la primaire de la droite, a depuis lors intégré l'équipe de conseillers politiques de François Fillon, dont elle a pris la défense. Travailler en famille, ça existe indépendamment de la politique et c'est pas interdit en politique, c'est pas interdit dans le monde privé. La séquence des boules puantes est ouverte à déplorer ce même mercredi François Fillon au début d'un déplacement en Gironde en réaction aux accusations d'emploi fictif de son épouse. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? Imaginez un instant qu'un homme politique dise d'une femme, comme le fait cet article, qu'elle ne sait faire que des confitures, toutes les féministes hurleraient. Une information potentiellement explosive pour François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle en France, qui aura lieu les 23 avril et 7 mai 2017.
Allons en Allemagne à la découverte de Tamem. Pâtissier à Homs, il a fui son pays, la Syrie, pour se rendre en Allemagne. Avec ses 2 frères, Tamem a donné un nouveau sens à sa vie en ouvrant un magasin à Berlin spécialisé dans la pâtisserie. Je ne vous en dis pas plus, les détails, c'est dans ce reportage. Après avoir fui son pays, la Syrie, à cause de la guerre, Tamem est aujourd'hui un pâtissier heureux à Berlin. Il est arrivé avec sa famille il y a 2 ans en Allemagne et a vaincu la bureaucratie allemande pour ouvrir sa propre pâtisserie syrienne. C'est très difficile de trouver du travail en Europe et en Allemagne. Donc on a pensé, allez, faisons quelque chose ici. On a ouvert il y a 6 mois et tout va bien. Un nouveau départ après avoir baissé le rideau de la grande pâtisserie familiale à Homs, fondée il y a plus de 40 ans par son père. Les combats féroces dans l'ancien bastion des insurgés ont poussé la famille sur la route de l'exil. C'était dangereux parce qu'ils tuaient tous ceux qui disaient « Assad, dehors !» C'était très dangereux, c'est pour ça qu'on a fermé le magasin fin 2011. Aujourd'hui, Tamem travaille avec ses 2 frères et 6 employés syriens. Il cuisine une centaine de pâtisseries différentes. Ça, c'est du knafé, c'est très populaire en Syrie. C'est avec du fromage, il faut le manger chaud. Et ses clients, surtout des Syriens en cet après-midi d'hiver, viennent y retrouver un goût du pays. C'est très bon, super. 6 mois après son ouverture, les clients allemands et arabes se pressent à la boutique. Tamem pense même déjà à agrandir le magasin. Restons en Allemagne pour parler cette fois de l'ex-président du Parlement européen, Martin Schulz, qui s'est lancé ce mardi au nom des sociaux-démocrates dans la course à la chancellerie allemande pour relever le difficile défi de détrôner Angela Merkel. C'est un grand honneur. J'admets avec beaucoup d'humilité. Je vais essayer de donner le meilleur à notre pays. Avec moi, il n'y aura pas de critique de l'Europe. Je ne vais pas chasser les minorités. Et je le dis, dans cette société qui part à la dérive, je vais combattre les populistes et les ennemis de notre démocratie et de nos valeurs. Et puis direction des États-Unis où le président américain Donald Trump s'apprête donc, si ce n'est déjà fait, à signer ce mercredi des décrets limitant l'immigration et à prendre des premières mesures pour bâtir un mur entre les États-Unis et le Mexique, s'attaquant ainsi à l'un des plus grands thèmes de campagne. Le récit de nos confrères. 5 jours seulement après sa prise de fonction, le président américain doit se rendre dans l'après-midi au ministère de la Sécurité intérieure, a indiqué la Maison-Blanche, et mettre en œuvre une série de mesures de restriction de l'immigration. Il s'était engagé à expulser les clandestins délinquants des États-Unis et à ériger un mur à la frontière de 3200 km poreuse entre les États-Unis et le Mexique, menaçant de le faire financer en ponctionnant les 25 milliards de dollars que les migrants mexicains envoient chaque année à leurs familles. Les experts ont émis de sérieux doutes sur l'efficacité, le coût exorbitant et les risques d'avalanche de procédure légale d'une telle mesure, véritable cheval de bataille de la droite et l'extrême droite, socle électoral de Donald Trump. Le Mexique a pour sa part dessiné les lignes rouges à ne pas franchir lors de ses discussions avec l'administration Trump qui débute ce mercredi à Washington et ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Cette première réunion États-Unis-Mexique vise à préparer la rencontre entre le nouveau président américain et son homologue mexicain Enrique Peña Nieto le 31 janvier à Washington. Donald Trump veut aussi interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis et notamment de Syriens. Le président américain a également promis de supprimer le programme DACA mis en place par son prédécesseur Barack Obama en 2012 et qui a permis plus de 750 000 clandestins arrivés mineurs sur le territoire d'obtenir des permis de séjour et de travail. Il a redonné vie au projet du gigantesque oléoduc Keystone XL reliant le Canada aux États-Unis, dont la construction avait été bloquée par Barack Obama au nom de la lutte contre le changement climatique.
Le rappel des titres à présent avant de refermer cette grande session d'information. Au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Iso-Zengonde a remis au président de la République, Ali Bongo Ondimba, le rapport de l'action du gouvernement au cours de ces 3 derniers mois. En Afrique, la directrice générale du FMI est allée au chevet de la Centrafrique où la tendance socio-économique frise actuellement la faillite, d'autant que la paix tarde encore à y revenir. Et puis en France, Pénélope Fillon est accusée par le Canard enchaîné d'avoir bénéficié d'un emploi fictif et empoché au passage 500 000 €. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire sur les accusations portées à l'encontre de la femme de François Fillon. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.